Je me nomme Kinda Adama, en service à la Direction générale de l'accès à l'éducation formelle du MEBA PLM. J'officie également pour le projet d'amélioration de la qualité de l'éducation par le renforcement de la collaboration école-communauté, dépendant également de la DGAF. Je voudrais vous présenter le processus pratique du déroulement de cours supplémentaires de mathématiques à l'aide des outils d'apprentissage. Pourquoi des cours supplémentaires de mathématiques du CP1 au CM1? C'est principalement à cause de la faiblesse en mathématiques, non seulement au primaire, mais aussi au post-primaire et secondaire, au non-achèvement du programme scolaire à la fin de l'année scolaire, aux difficultés pour les enseignants à faire face à l'augmentation de l'effectif des élèves, au grand écart de niveau entre les élèves qui apprennent bien et ceux qui ont des difficultés. Petit nombre de problèmes résolus par chaque élève sur la base de ce qu'il a appris. L'absence d'apprentissage des méthodes spécifiques au niveau de chaque matière en cours et classe ordinaire. À la faible implication des communautés dans l'éducation pour promouvoir la compréhension de l'importance des cours supplémentaires. Les objectifs des cours supplémentaires de mathématiques du CP1 au CM1 à l'aide des outils d'apprentissage. Ici, nous rappelons que ce sont des cours supplémentaires uniquement pour le CP1 jusqu'au CM1, différents de ceux qui sont menés au niveau du CM2. À travers les cours supplémentaires, les apprenants peuvent 1. Améliorer et consolider leurs compétences de base en mathématiques, notamment la compréhension des notions de nombre et de 4 opérations, le calcul mental et rapide, ainsi que la maîtrise des mécanismes opératoires tout en tenant compte de leur niveau réel. 2. Développer une méthode de travail autonome en résolvant des problèmes individuellement. Alors, on dit ici qu'on apprend plus lorsqu'on est dans le feu de l'action, en vérifiant leurs réponses et en corrigeant leurs erreurs, ce qui les prépare non seulement aux examens, mais aussi aux défis qu'ils rencontreront tout au long de leur vie. 3. Renforcer leur confiance en eux et adopter une attitude positive envers les mathématiques. Beaucoup ont la phobie de cette discipline. Alors, et en atteignant des objectifs progressifs adaptés à leur rythme, ce qui stimule leur motivation et leur donne l'assurance nécessaire pour réussir dans leur apprentissage. Pour la mise en œuvre réussie de ces cours supplémentaires de CP1 au CM1, il y a les outils d'apprentissage qui sont des supports individuels ou collectifs destinés aux cours supplémentaires à mettre en œuvre en dehors des heures de classe ou lors des leçons régulières. Ils servent à la fois d'auxiliaire pour l'enseignant facilitateur. Ici, enseignant facilitateur, c'est celui-là qui sera chargé de conduire à bon port les cours supplémentaires, c'est-à-dire ce que l'on dit d'habitude le maître de classe. Ils servent à la fois d'auxiliaire pour l'enseignant facilitateur et d'outils de consolidation des acquis pour les apprenants en mathématiques. Il y a des livrets d'exercices et leurs corrigés que nous allons voir un peu plus loin. Et pour mener à bien ces cours supplémentaires, il faut d'abord essayer de sérier les élèves en 2 groupes à travers un pré-test. Le pré-test détermine le niveau de chaque élève. Et à la fin aussi, il faut organiser un post-test pour voir est-ce que les résultats du pré-test qui nous ont permis de faire des corrections à travers les cours qui se sont déroulés ont produit des résultats acceptables au niveau du post-test. Et pour la mise en œuvre réussie des cours supplémentaires, toujours, on utilise 2 guides. Le guide du facilitateur des cours supplémentaires et le guide de mise en œuvre des cours supplémentaires. On va voir ça un peu plus loin en détail. Au niveau des outils d'apprentissage, voici comment se présente un livret d'exercices et son corrigé. À l'avant-propos, on a les objectifs, le matériel individuel et collectif qui va être utilisé,
Il y a des règles à observer par les apprenants. Et si tel est le cas, naturellement, les facilitateurs aussi doivent observer un certain nombre de règles pour que les cours puissent bien se mener. Voici présenté un livret d'exercices et son corrigé. Vous avez le sommaire et il y a un exemple d'exercice qui est donné. Il faut à chaque fois, au début du cours, rappeler aux élèves ce qu'ils doivent faire et donner l'exemple avant de passer à l'action définitive. Donc, voici le livret d'exercice et son corrigé côte à côte. Le livret d'exercice contient l'énoncé et le corrigé traite de l'exercice qui a été donné. Faites le calcul. Vous allez vous en rendre compte qu'à ce niveau, au niveau du corrigé, il y a des réponses qui sont fixées. Pour les outils d'apprentissage des cours supplémentaires, nous avions parlé du pré-test et du post-test. Pour y arriver, des élèves sont soumis à un pré-test. Ceux qui auront réussi, c'est ceux-là qui auront la note 9 ou 10 sur 10 points, puisque les items ici vont de 0 à 10. Il y a un point qui est attribué par question et le total fera 10. Si vous avez obtenu la note 9 ou 10, vous avez réussi. Par contre, ceux qui vont obtenir les notes allant de 0 à 8 sont considérés comme ayant raté l'exercice de leur niveau. Il y a donc 3 niveaux, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Ce sont les tests qui sont intitulés comme ça. Et nous allons voir ça un peu plus loin en détail. Pour toujours les outils d'apprentissage, les livrets sont structurés par niveau de compétences. On n'a plus besoin d'imprimer des livrets chaque année. Et qui a droit à un livret du niveau 1, 2 et 3? On va du CP1 au CM1. Le livret numéro 1, après le pré-test, on l'attribue automatiquement à tous ceux qui vont rater à leur pré-test, c'est-à-dire ceux qui vont obtenir la note allant de 0 à 8. Ceux-ci sont soumis au pré-test du niveau 1 qui va durer 10 minutes. C'est tous les élèves de CP1 qui sont concernés. Le livret de niveau 2, il est attribué aux élèves du CP2 allant jusqu'au CM1. Et comment ça va se faire? Les élèves du CP2 au CM1 sont soumis à un pré-test de niveau 2 qui va durer 10 minutes. Ceux qui auront la note de 0 à 8 sont considérés comme ayant raté. On leur remet le livret. Numéro 2. Ceux qui ont réussi, on leur remettra le livret numéro 3. Et ceux qui auront aussi fini de traiter le livret numéro 2 passent au livret numéro 3. Le livret numéro 3, il est attribué aux élèves allant du CE1 au CM1. Et comment ça va se faire là-bas? Au niveau du pré-test, ça va prendre 15 minutes. Et plus concrètement, les élèves du CE1 au CM1, lors du pré-test, vont recevoir 2 fiches de pré-test. L'une des fiches pour 10 minutes, l'autre pour 15 minutes. Au niveau du livret 3, ceux qui vont tous rater, c'est-à-dire 0 à 8, vont prendre le livret numéro 3 pour corriger leurs lacunes dans la mise en œuvre. Les outils d'apprentissage des cours supplémentaires. On a tantôt parlé des guides de mise en œuvre des cours supplémentaires ou des guides de facilitateurs. Les guides de mise en œuvre des cours supplémentaires est destiné à l'équipe école et aussi à toute la communauté. Dans ce guide, il y a un certain nombre de recommandations qui sont données. Vous allez voir la périodicité de la tenue de l'AG, du COGES,
pour l'insertion de la période des cours supplémentaires dans le PA. Les différentes périodes du déroulement y sont également consignées. Le rôle que doit jouer le COGES et l'ensemble de la communauté pour la mise en œuvre réussie de ces cours supplémentaires. Dans le guide du facilitateur, là, ce sont des aspects techniques qui sont demandés au facilitateur. C'est comment conduire aisément les cours supplémentaires sans difficulté. Il touche principalement ici le volet technique et acheminement vers des résultats probants. Il y a des règles à observer par les apprenants. Le facilitateur doit travailler à ce que ces règles soient bien comprises. D'abord, va demander à l'élève, fixe-toi un objectif concret. Avant de commencer, décide de combien de pages tu vas faire, combien de temps tu vas y passer sur chaque page et quel taux de réponse correct tu veux atteindre. En deux, le facilitateur demande, lis bien la consigne. Avant de résoudre un problème, assure-toi de bien comprendre ce qu'on te demande. En trois, le facilitateur demande, consulte l'exemple avant de commencer. Avant de résoudre les exercices, consulte l'exemple dans le livret pour comprendre les étapes de la résolution. Cela t'aidera à mieux comprendre la méthode. En quatre, n'utilise pas tes doigts. Fais les calculs en utilisant les méthodes apprises par tes doigts, des bâtonnets, barres, traits ou de matériel. C'est-à-dire, on demande principalement ici d'éviter d'utiliser le matériel concret parce que l'objectif, c'est d'amener à pouvoir mener des calculs sans matériel. Même si pour les petits du CP1, il leur faut de temps en temps pour schématiser. 5, n'écris pas dans le livret. C'est-à-dire, on va te demander d'écrire dans le cahier d'exercice, mais pas dans le livret parce que le livret doit être réutilisé encore l'année prochaine pour les petits frères. En 6, écris juste ce qu'il faut. Ne note pas les réponses nécessaires et réduis les étapes de calcul au minimum. Mais inscris les calculs importants comme les calculs posés. En 7, utilise le corrigé ou demande à un autre apprenant de vérifier les réponses. Fais vérifier tes réponses par un apprenant qui a terminé avec un crayon de couleur. Il doit simplement marquer si elles sont correctes ou non. 8. Continue à résoudre les problèmes. Pendant que tes réponses sont en cours de vérification par un autre apprenant, continue à travailler sur les autres exercices. En 9, le facilitateur va toujours demander aux apprenants ceci. Passe à la page suivante après avoir bien répondu. Dès que tu as bien répondu à tous les exercices d'une page, passe à la suivante. C'est-à-dire ici, c'est progressif. Il ne s'agira pas d'installer une compétition entre les élèves. Chacun travaille en fonction de son rythme. En 10, le facilitateur demande, ne mémorise pas seulement les bonnes réponses. Si tu as fait une erreur, consulte l'exemple dans le livret pour comprendre pourquoi c'était faux. Ensuite, refais l'exercice correctement sans consulter les références. On va voir ça un peu plus en détail dans un schéma. En 11, demande de l'aide si nécessaire. Lorsque le besoin se fait sentir, il faut le faire. Si après avoir lu l'exemple et essayé de nouveau, tu ne parviens toujours pas à résoudre un problème, demande de l'aide à un apprenant ou au facilitateur, puisqu'il y a des apprenants facilitateurs dans la classe, c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu, 9 ou 10. Voilà. 12, travaille honnêtement. Oui, ici, il faut recommander à ce que l'honnêteté y soit. Ne triche pas et ne copie pas les réponses des autres. Ce n'est pas honorable. Fais de ton mieux et apprends de tes erreurs. C'est à partir de tes erreurs que tu vas mieux te corriger et mieux fixer quelque chose en toi. En 13, résous les exercices seul. Seul, on tâtonne et on peut mieux trouver. Tu peux expliquer les choses à un autre apprenant
mais ne lui donne pas les réponses. 14. Déplace-toi et parle en fonction de l'apprentissage. Oui, ici, il ne s'agira pas d'installer un dialogue inutile, mais un dialogue fructueux. Voilà, essaie de résoudre les problèmes au sein de ton groupe. Limite les déplacements et discussions non liées à l'apprentissage. 15. Surveille et sois surveillé. Certains apprenants, on va les appeler, seront désignés pour surveiller les autres et veiller à ce que les déplacements et discussions restent en lien avec l'apprentissage. Ouais, surveiller, c'est une surveillance de type fructueuse. Les rôles toujours du facilitateur au niveau des cours supplémentaires. Alors ça, c'est à l'intention des facilitateurs que vous êtes. Il faut créer un environnement où les apprenants peuvent apprendre de manière autonome et coopérative tout en supervisant leur progression. Voici quelques principales responsabilités qui vous sont demandées. 1. Supervision des apprenants. Il faut observer attentivement les apprenants tout en fournissant uniquement les instructions nécessaires pour favoriser l'apprentissage en autonomie. Se déplacer parmi les apprenants, c'est-à-dire un système de pédagogie ambulatoire, fructueux, poursuivre leur progression et intervenir uniquement si nécessaire. L'objectif, c'est de minimiser les interventions afin de leur permettre de travailler à leur propre rythme. Ici, ce n'est pas une compétition. On minimise les interventions pour que l'enfant travaille en autonomie et également chacun progresse en fonction de son niveau. Ici, il faut appliquer la pédagogie dite différenciée. Encourager l'autocorrection en permettant aux apprenants de vérifier leurs réponses eux-mêmes à l'aide de corriger ou avec l'aide d'un autre apprenant. Puisque des corrigés seront mis pour un groupe d'élèves, c'est-à-dire un corrigé pour 8 élèves, par exemple, qui seront répartis en groupe de 8. 2. Soutien aux apprenants, s'assurer que les consignes sont bien comprises. Si plusieurs apprenants rencontrent des difficultés, apportez-leur des explications claires et concises. Lors de l'introduction de nouveaux concepts, veillez à ce que les apprenants puissent les traiter de manière autonome. C'est-à-dire, quand c'est nouveau, il faut les amener à découvrir par eux-mêmes ce que ça veut dire. Favoriser la coopération entre les apprenants. Ici, c'est une phase très importante en ce sens qu'elle permet aux apprenants d'interagir. Il faut encourager ceux qui progressent plus rapidement à soutenir leurs pairs, mais sans leur donner directement les réponses. Ce n'est pas nécessaire. Il faut créer une dynamique d'entraide où chacun peut apprendre des autres. Encourager une approche positive face aux erreurs, plutôt que de corriger immédiatement ou de réprimer, ce n'est pas bien. Ainsi de suite, il faut inciter les apprenants à retenter après avoir compris leurs erreurs. En 3, encourager un encouragement et un environnement d'apprentissage propice qu'il faut créer. Il est important de respecter le rythme de chacun sans imposer une structure rigide. Voilà, il ne faut pas figer les choses, il faut laisser chacun progresser en fonction de ce rythme. Dans cette approche, les apprenants peuvent, si nécessaire, poser des questions ou discuter des méthodes de résolution avec leurs pairs. Il est préférable de résoudre les problèmes au sein du groupe formé. C'est ça aussi l'importance de former un groupe. Là, ils interagissent et c'est plus fructueux. Les déplacements et discussions non liés à l'apprentissage doivent être évités, on l'a rappelé. Désigner des apprenants facilitateurs pour surveiller et réguler les déplacements et discussions tout en veillant à maintenir un environnement d'apprentissage autonome. 4. Le suivi des progrès. Puisque les élèves ont progressé, il faut enregistrer régulièrement les progrès des apprenants pour un suivi précis. Chaque apprenant progresse à son propre rythme. On va utiliser ici une fiche de suivi pour consigner les pages complétées et les erreurs corrigées et les compétences acquises. Ça, c'est juste à la fin de la semaine lorsqu'on pourra capitaliser de voir si chaque élève a pu progresser et ajuster les futures sessions en fonction des besoins individuels de chaque apprenant.
5, la gestion du matériel mis à leur disposition. Il y a les livrets d'exercices et leurs corrigés au début des cours et il faut songer à les récupérer à la fin. Les réponses et calculs doivent être notés dans le cahier d'exercice, on le rappelle. Préparer des supports comme des bâtonnets et là, c'est uniquement pour ceux du CP1 afin de faciliter, je l'avais dit tantôt, l'apprentissage des pages. Les livrets servent uniquement de référence et ne doivent pas être utilisés pour écrire. On n'écrit pas dans les livrets, s'il vous plaît. Quelques techniques de la mise en œuvre des cours supplémentaires pour CP1 CM1. 1. La séparation en sous-groupes. Au début de chaque séance, diviser les apprenants en sous-groupes de 8, si possible. Et là, ça va faciliter même que l'on puisse donner un corrigé pour un groupe de 8 élèves. Cela permet de favoriser l'apprentissage coopératif et l'entraide dès le début de la séance. 2. Fixation des objectifs. Puisque au tout début, on a montré aux élèves ce que nous voulons, on va demander à chaque apprenant de se fixer un objectif, un petit objectif précis au début de chaque séance. Voilà. À la fin de la séance, je serai capable de compléter, de travailler sur 2 pages. Et sur chaque page, je devrais mettre peut-être 1 minute. Et sur 5 réponses, je voudrais trouver 4. Par exemple, sur 5 exercices, je voudrais avoir 4 réponses justes y afférentes. Cela aide à structurer leur apprentissage et à favoriser une progression régulière. 3. Quelques instructions initiales pour l'auto-apprentissage. Lors des premières séances seulement, ici, il faut donner des instructions claires sur la façon d'aborder l'auto-apprentissage. C'est-à-dire, on va insister pour que les élèves, les apprenants s'en rendent compte que c'est eux-mêmes qui doivent travailler à découvrir leurs choses. Il faut que les apprenants comprennent bien les méthodes et les attentes. Ces explications ne sont plus nécessaires pour les séances suivantes, quand bien on dit que la répétition est pédagogique. En 4, l'utilisation des outils et des livrets. Demandez à tous les apprenants de ne pas écrire dans les livrets, mais d'utiliser uniquement le cahier d'exercice pour noter les réponses. Superviser le travail des élèves. Vous devrez être ici un facilitateur, un guide, mais et non quelqu'un qui va intervenir de façon excessive. Toujours dans la technique de la mise en œuvre de cours supplémentaires, c'est d'encourager en 5 la coopération entre apprenants. Il faut encourager l'apprentissage mutuel tout au long de la séance. Ça, c'est vraiment bien utile. Les apprenants plus avancés peuvent aider leurs pairs à comprendre les concepts, tout en veillant à ne pas donner directement les réponses. Trouver des chemins pour y arriver plus facilement. Créer une entraide d'entraide, un environnement d'entraide où les apprenants progressent à leur rythme tout en bénéficiant du soutien de leur pairs. 6. Pour le suivi des progrès et gestion des erreurs. Le facilitateur doit vérifier régulièrement les de chaque apprenant et enregistrer leur avancement. Voilà pourquoi il y a une fiche pour cela. On va voir ça en détail un peu plus loin. Cela permet d'adapter les futures séances aux besoins individuels. En cas d'erreur, pour encourager à consulter les exemples dans les livrets pour identifier et comprendre leurs erreurs, puis les encourager à retenter l'exercice avant avant de donner une correction. 7. Progression et exercice supplémentaire. Si certains apprenants finissent toutes les pages du livret, leur propos de travailler avec le livre suivant, on va voir ça un peu plus en détail dans un schéma, ou de résoudre des problèmes supplémentaires en utilisant des ressources pédagogiques comme le manuel scolaire classique. Voici comment se présente la fiche de suivi hebdomadaire. Vous avez un timbre ici qui s'affiche, le nom de l'école, le nom de l'enseignant facilitateur, le mois d'utilisation. Voilà, ça peut être durant le mois de février. Vous avez la date, mais la date, le jour. Regarde le nombre d'heures réalisées
Par exemple, le lundi, le nombre de livrets avant la séance, j'ai remis combien de livrets et le nombre de corrigés aussi, j'ai remis combien. Et à l'extrême droite, le total d'heures réalisées durant la semaine. Pour le suivi propre des apprenants, ici on prend un exemple. Vous voyez la ligne 2, Ouedraogo Adissa est au numéro 38. Il est dans la classe de CP2 et le livret utilisé sur le livret numéro 2. La page au début de la semaine, on était à la page 36. Et maintenant, par jour, alors pour le jour 1, elle a travaillé sur 2 pages. Au jour 3, 3 pages. Au jour 3, 3 pages. Au jour 4, 2 pages sur lesquelles elle a travaillé. Et au jour 5, 2 pages. Si l'on fait toute la sommation, à la fin, Adissa serait à la page 47. Et ainsi de suite. S'il y a des observations et des remarques, on n'oubliera pas d'en mentionner. Ça peut être sur la progression de l'élève. Par exemple, si l'élève aussi est absent, on peut mentionner. Et à la fin de cette fiche, le nombre de livrets d'exercices après le cours, le nombre de corrigés après le cours. C'est pour qu'on voit est-ce que ce que nous avons donné en début de la semaine, est-ce qu'on a récupéré ça à la fin de la semaine sans difficulté. Et une observation générale, date, signature, et le directeur va apposer sa signature. Quelques étapes à utiliser efficacement avec les outils d'apprentissage. 1. La réalisation des exercices. Les apprenants complètent chaque page d'exercice en utilisant leur cahier et divers matériels. Quand bien même l'on recommande d'en utiliser moins, c'est-à-dire ce matériel, les cailloux, les bâtonnets, en favorisant la compréhension et les compétences en calcul. Le facilitateur veille à créer un environnement d'apprentissage autonome tout en supervisant discrètement la progression. Si c'est discret, ça ne pas faire bruit, ça peut décourager. 2, la première correction. Nous avons un livret. Après avoir terminé la page, chaque apprenant effectue une correction en autonomie avec le corrigé qu'il a. En cas de difficulté, il peut demander de l'aide à un autre apprenant facilitateur. Si l'apprenant éprouve des difficultés à demander de l'aide, le facilitateur identifie un autre apprenant capable de fournir un soutien approprié et encourage à intervenir. Que note essentielle, les apprenants qui ne peuvent pas utiliser le corrigé doivent avancer à la page suivante jusqu'à ce qu'ils soient capables de l'utiliser. Lors de la vérification des réponses des autres, un apprenant indique seulement si elles sont correctes ou incorrectes, sans donner les réponses. La progression en 3, progression continue. Si toutes les réponses sont correctes, l'apprenant passe à la page suivante. Le facilitateur assure un soutien minimal tout en l'encourageant à l'autonomie. Mais il n'oublie pas aussi, le facilitateur ne va pas oublier certainement de marquer sur une feuille ce qui s'est passé. En 4, la reprise en cas d'erreur. En cas d'erreur, l'apprenant doit répéter les exercices incorrects. Le facilitateur alors encourage une compréhension approfondie du processus de résolution plutôt que la simple mémorisation des réponses. L'apprenant tente d'abord de résoudre l'exercice sans aide, puis révise les étapes de résolution et consulte, si nécessaire, les exemples du livret passé, c'est bon. 5. Deuxième correction et conseil. Après avoir repris les erreurs, l'apprenant soumet son travail pour une deuxième correction. Le facilitateur examine les erreurs et offre d'autres conseils pour s'assurer que les concepts sont bien pris. Si nécessaire, il peut également encourager le recours à un apprenant facilitateur. 6. Le suivi des progrès.
À la fin de chaque session, c'est-à-dire de chaque séance, l'apprenant remet le livret et le corrigé en indiquant le nombre de pages corrigées. Vous avez vu qu'au niveau de la fiche hebdomadaire, il peut indiquer 2. Le facilitateur consigne cela dans la fiche de suivi afin de pouvoir planifier l'accompagnement lors de futures sessions en fonction des besoins de chaque apprenant. Alors, voici comment est schématisé ici la correction. Nous sommes à une page. Voici pour la première correction, l'élève qui a réussi passe à la page suivante. Si on s'en rend compte qu'il a commis toujours des erreurs, il reprend, bien sûr, sous la supervision ou sous le guide du facilitateur ou d'un autre apprenant facilitateur. S'il y a toujours erreur, on va passer à une deuxième reprise et à une deuxième correction. S'il y a réussite, il va à la page suivante. Et si ça ne va pas, le facilitateur intervient encore ici. S'il y a erreur, il y a encore reprise et ainsi de suite. Le processus continue. Il ne s'agirait pas ici d'installer une compétition. On rappelle que chaque élève doit marcher selon son rythme. Alors, à l'issue de la phase de la recherche-action durant l'année scolaire 2023-2024, dans un certain nombre d'écoles, nous pouvons vous livrer quelques résultats. Nous prenons par exemple ici, au niveau du test et du niveau 2, CP2 allant au CM1. Je prends un exemple. Nous avons tantôt parlé de pré-test et de post-test. Il y a eu des écoles pilotes et des écoles témoins. 10 écoles pilotes qui ont été utilisées, dans lesquelles nous avons travaillé, et 10 écoles témoins. Lors du pré-test du CP2 au CM1, pour les écoles pilotes, on a eu un taux de réussite de 2,5%. Par contre, dans les écoles témoins, le taux de réussite était de 8,4%. On voit qu'il y a une différence négative de moins 5,8%. Alors, lorsque les cours supplémentaires se sont déroulés normalement dans les écoles pilotes, qui devraient les mettre en œuvre, et à la fin, au post-test, les écoles pilotes ont eu un taux de réussite de 45,9%. Par contre, au niveau des écoles témoins, le taux de réussite était de 17,5%. Alors, on peut constater qu'il y a une différence positive de plus 28,4%. Si nous essayons d'aller plus loin en faisant la différence dans la différence, on s'en rend compte qu'ici, le taux est positif de 34,2%. C'est-à-dire que les cours supplémentaires qui ont été menés du CP1, CP2 ou CM1 ici, au niveau des écoles pilotes, ont vraiment porté. Alors, jetons un coup d'œil sur une vue d'ensemble des résultats d'analyse. Là, en bas, l'application de nouvelles méthodes d'enseignement par les enseignants, c'est-à-dire leur a demandé de ne pas enseigner, donner plus d'autonomie pour que cela puisse bien marcher, de ne pas donner beaucoup d'instructions, mais de laisser faire, laisser pour que chaque apprenant tâtonne et trouve. Cela a conduit, avec bien sûr l'implication des membres de la communauté, nous avons tantôt parlé du COGES, et avec l'utilisation des guides, de parvenir à des résultats acceptables. La maîtrise des nouvelles méthodes d'apprentissage. Il y a l'auto-apprentissage sans recours à des enseignants. Il y a le renforcement de l'autonomie des compétences de base. Et ça a concouru à ce qu'on puisse avoir de bons résultats, composition harmonisée. Et cela va naturellement concourir à la réduction des taux d'abandon et de redoublement. Et s'il y a quelque chose qu'on va aussi observer, ce sera l'amélioration des résultats au niveau du CEP. Alors, la maîtrise de ces nouvelles méthodes d'apprentissage, c'est-à-dire l'auto-apprentissage sans recours à des enseignants,
à favoriser avec l'utilisation des livrets d'exercices et corrigés à ce qu'il y ait un intérêt accru des apprenants pour l'apprentissage grâce à ce qu'ils ont appris. Et ces apprenants ont eu plus de plaisir à comprendre le contenu parce que c'était un enseignement de type euh, orienté et non très guidé excessivement. Ils ont acquis un sentiment de plaisir en résolvant rapidement des problèmes. Il y a eu la participation accrue aux classes ordinaires grâce à l'amélioration de la confiance en soi et plus de motivation accrue grâce à l'intérêt et aux résultats de l'apprentissage parce que c'était vérifiable que chacun a progressé. Il y a eu au finish une application de nouvelles méthodes d'apprentissage dans toutes les leçons ordinaires et à d'autres matières. Et en somme, ça a généré une maîtrise de nouvelles méthodes d'apprentissage parce que lorsqu'on arrive à apprendre par soi-même, on est devenu plus aguerri et plus apte à aller de l'avant. Posons-nous un certain nombre de questions pour évaluer la compréhension des cours supplémentaires de mathématiques. 1. Pourquoi les cours supplémentaires de mathématiques sont-ils importants pour les élèves de CP1 ou CM1? Selon le guide du facilitateur, c'est-à-dire selon ce que nous venons de dire tantôt. Il faut se poser cette question. Quelles sont les différences entre ces cours et les classes ordinaires? Puisque nous dispensons des cours, y a-t-il une différence? En 3, quel est le rôle du facilitateur pendant la correction des exercices par les apprenants? En 4, quelles sont les étapes que les apprenants doivent suivre lorsqu'ils trouvent des erreurs dans leur exercice? 5, comment les outils d'apprentissage sont-ils utilisés pour promouvoir l'autonomisation des apprenants? 6, comment le facilitateur peut-il soutenir les apprenants qui ont des difficultés à demander de l'aide à un apprenant? Il faut rappeler que ces exercices, ces cours supplémentaires sont différents de ceux que nous menons classiquement au CM2. Ici, ces cours supplémentaires vont du CP1 au CM1 avec l'aide de la communauté et l'on utilise des outils. Ce sont les livrets qui vont du livret 1 au livret 3. Et avec aussi les différents guides, on parvient à mener à bien des cours supplémentaires pour le bien-être des élèves du CP1 au CM1. Et naturellement, au CM2, lorsqu'ils vont y arriver, soyons sûrs que les résultats seront acceptables. Voilà comment ça pouvait se présenter. Merci de m'avoir accepté et merci pour votre aimable attention.